Bonjour à tous, ici Alexis Piesser, représentant de la Dental High Tech Academy. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Diaz. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Comment vas-tu ? Très bien, parfait, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va aborder plusieurs sujets. Je pense que je vais commencer par rappeler un petit peu le rôle de la Dental High Tech Academy. Elle a 4 principaux rôles. Elle est portée sur la connaissance des professionnels du dentaire. Elle a pour objectif de diffuser ces connaissances de l'anesthésie intra-osseuse et plus largement de l'anesthésie électronique, de former forcément les praticiens à ces techniques et de faire le lien entre ces professionnels justement et la partie plus académique et les études cliniques. Alors toi tu es justement formateur. J'interviens effectivement au sein de la Dental Tech Academy depuis quelques années maintenant, effectivement. Ouais. Ce qui nous amène, alors quel est l'historique de tout ça ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu en es venu à être formateur pour l'académie et plus largement ton historique sur la partie formation ? Donc effectivement, j'ai un parcours un peu multiple, c'est-à-dire que j'ai été omnipraticien pendant quelques décennies. J'ai ensuite limité mon exercice à l'endodontie et à l'implantologie. Et j'ai aussi parallèlement une activité de formation que je continue aujourd'hui. Et cette activité de formation, j'ai démarré il y a plus de 25 ans maintenant sur l'endodontie. Et il se trouve que un jour, la société Dental Tech, qui est en train de créer la Dental Tech Academy, est venu frapper à ma porte et j'ai rencontré un des représentants de la société qui me dit non, ça dirait pas de venir. Donc c'est eux qui sont venus te voir. Oui, ils sont venus me voir. Et je me suis dit oui, parce que je suis utilisateur des appareils dont nous allons parler un petit peu plus tard. Et je me suis toujours intéressé au sujet à travers l'endodontie, puisque c'est mon thème de favori sur lequel je suis entré dans la formation. Et petit à petit, j'ai élargi mes thèmes de formation, dont l'anesthésie. Et pour moi, c'était une opportunité de rencontrer Dental Tech, puisque justement, je me suis intéressé encore un peu plus sur les aspects techniques, cliniques, fondamentaux, pratiques de l'anesthésie. Et au-delà de ça, la douleur, puisqu'on ne fait pas une anesthésie pour le plaisir de faire une anesthésie, on fait une anesthésie, non, j'enfonce une porte ouverte, pour maîtriser la douleur. Donc c'est à ce titre que j'ai commencé à travailler avec Dental Tech Academy et que ça continue encore aujourd'hui. Ok, donc si je comprends bien, tu es parti de ton sujet de prédilection dans ta spécialité d'endodontie pour ensuite élargir à un niveau plus large de ce qui t'intéressait tout de même. Tu vas nous en parler juste après. Tout à fait. Et ça nous amène du coup à la création de ton entreprise, de ton organisme de formation, qui remonte à quelle année ? Alors, j'avais un organisme de formation avec un associé qui s'appelait, puisque aujourd'hui nous avons cessé l'activité, qui s'appelait Endo-Atlantique. J'ai créé à la suite de ça un nouvel organisme de formation qui ne fait plus tout à fait la même chose, c'est-à-dire que je ne fais plus que de la formation en endodontie, mais je fais plutôt ce que j'appelle aujourd'hui coaching clinique. Je suis le seul fondateur de la société qui s'appelle SD4DS, Stéphane Diaz for Dental Skill, les compétences dentaires, et je m'intéresse au-delà de l'endodontie, à d'autres thématiques qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui, mais dont une thématique qui est celle de la douleur et qui, depuis l'année dernière, me prend quand même une bonne partie de mon temps, de mes recherches, de mon intérêt. Je m'intéresse à spécifiquement la douleur, ses mécanismes, on va en parler, et la manière de traiter ça. Et cette marque, puisqu'aujourd'hui c'est une marque déposée, c'est Dentisterie Zéro Douleur en France, et Zero Pain Dentistry à l'étranger. Donc la marque est déposée en Europe et même au-delà, dans certains pays, justement pour parler non pas seulement d'appareils d'anesthésie, pas seulement d'anesthésie, mais parler plus largement du domaine de la douleur, dont évidemment l'anesthésie est un des points centraux, cruciaux, évidemment. Ok, donc aussi à l'international, parce que la douleur n'a pas de frontières, évidemment. Oui, c'est ça. Donc je me suis aperçu en voyageant que les gens ont les mêmes problématiques, les êtres humains ont une anatomie qui est à peu près la même partout, et une physiologie qui est à peu près la même partout, même si culturellement il y a des différences au niveau de la douleur. En tout cas, c'est une difficulté que rencontrent les chirurgiens dentistes et évidemment leurs patients dans le monde entier. Donc, et puis en plus de ça, comme j'aime beaucoup voyager, ça me permet de voyager, c'est très bien comme ça.
après avoir passé beaucoup de temps sur le même tabouret, aujourd'hui, je suis sur des sièges d'avion. C'est sympa aussi. Et donc dis-nous, Stéphane, pourquoi tu as choisi la dentisterie zéro douleur en partant de ta spécialité qui est l'endodontie, et en quoi c'est une problématique importante pour toi? Naturellement, j'aime pas faire mal à mes patients, et bien évidemment, et c'est une problématique à laquelle chacun est confronté, évidemment, j'y ai été confronté. Je me suis aperçu, si j'ai développé ce concept, parce que je pense que, j'observe que c'est un sujet qui n'est pas traité, étonnamment. Ça m'est venu un jour, j'ai écrit un article qui s'appelle L'anesthésie en endodontie, et si on en parlait. Parce que je revenais juste d'un congrès européen d'endodontie à Vienne, je me souviens, et sur 250 conférences, il y avait une conférence de 10 minutes, un quart d'heure, dans un troisième sous-sol, où on parlait vaguement d'anesthésie, vaguement de douleur. Et comme si ce sujet n'existait pas. Or, la pulpe est le tissu le plus sensible de l'organisme. Pardon, la pulpe inflammatoire est encore plus sensible que la pulpe. Et comme si le sujet n'existait pas. Et quand on discute autour de la machine à café, les gens disent non, j'ai pas de problème en anesthésie. Et ouais, mais je dois reconnaître que de temps en temps, effectivement, pour les molaires mandibulaires, plus on discute, plus on s'aperçoit que c'est effectivement un problème que tout le monde rencontre. Et donc, comme ce sujet n'est pas traité, je me suis dit, traitons-le. Je m'y suis beaucoup intéressé, et comme j'ai un tropisme particulier pour la formation, je me suis dit, je vais étudier ça. Et j'ai découvert plein de choses. J'ai écouté des gens hors du dentaire qui parlaient de douleur, et j'ai découvert plein de choses. J'ai pas découvert, j'ai découvert qu'il existait déjà plein de connaissances. C'est un sujet qui n'est pas limité au dentaire. Bien sûr, c'est ça. Médicale. Et que tout ce que j'entends ailleurs sur la douleur me concerne. Je parle de la douleur aiguë, pas de la douleur chronique, qui est un autre sujet. Maintenant, je m'y suis intéressé, mais c'est pas à quoi s'adresse le concept de dentisterie. Toi, c'est la douleur dans un acte défini dans le temps. Oui. Et il s'agit d'ailleurs pas que on parle de la douleur physique, c'est-à-dire la douleur que ressent le patient quand on met une ligne dans un canal et que la réaction est stimulée. Et c'est aussi la douleur. On en parlera peut-être un petit peu plus tard si tu veux. Je pense qu'on aura l'occasion de rentrer. Mais c'est pas que la douleur aiguë du canal. Ça concerne l'omnipratique, ça nous concerne nous aussi. Tu parlais de différence entre la douleur aiguë et chronique. Ouais. Le but, c'est de supprimer un maximum la douleur aiguë qui est liée à un acte médical, parce qu'en fait, cette douleur-là, elle est inutile. Exactement. On n'en a pas besoin. Exactement, parce qu'on pourrait se dire aussi, mais la douleur, il faut qu'on se débarrasse de la douleur, il faut combattre la douleur. Alors oui, la douleur chronique, elle sert à rien. Encore que. Mais en tout cas, la douleur, elle a toujours Si, en fait, j'ai une bêtise, même la douleur chronique a un rôle. Et quelquefois, la douleur devient s'auto-entretient. Bon, je ne vais pas rentrer dans la douleur chronique, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, la douleur, elle a toujours une fonction. C'est une fonction de l'organisme. Comme l'immunité. Si on appuie le système immunitaire... C'est une réaction d'alerte. C'est une réaction d'alerte et c'est une réaction de protection. Comme l'inflammation. L'inflammation, si je me cogne quelque part, l'organisme rend la zone douloureuse pour éviter que je me retraumatise la zone en question. Et l'organisme est ainsi bâti, les fonctions servent justement à protéger l'organisme. Et c'est une barrière. Et nous avons dans notre job à passer outre cette fonction, parce que nous avons des bonnes intentions, c'est de traiter le patient. Donc il faut qu'on trompe ce système d'alarme. C'est ça, le but, c'est pas de le supprimer, mais de le tromper pour soigner. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer un être humain vivre complètement sans douleur. C'est même un enfer. C'est même un enfer. C'est un syndrome, une maladie qui existe. C'est une maladie qui existe. Il y a des gens qui ne ressentent aucune douleur et qui, ils ne peuvent pas vivre normalement parce qu'ils se blessent en permanence. Donc heureusement que nous avons la douleur comme fonction de notre organisme, comme l'immunité, comme un certain nombre de fonctions protectrices, comme l'inflammation, qui est protectrice et réparatrice. Donc on supprime la douleur inutile. Est-ce qu'on peut atteindre le point zéro de la douleur dans nos actes? Oui. Alors tu as parlé de supprimer la douleur aiguë, la douleur péropératoire, c'est effectivement mon sujet dans ce concept, et pas que, donc la douleur péropératoire pour le patient et pour le praticien, j'y reviendrai, et également de supprimer la douleur préopératoire le plus vite possible. Ventre affamé n'a pas d'oreille pourrait se traduire en patient douloureux n'a pas d'oreille. Le patient qui arrive avec une douleur, on ne négocie pas avec la douleur, on traite immédiatement la douleur. On ne parle pas plan de traitement chez un patient douloureux.
Si un jour j'arrive dans une urgence quelle qu'elle soit, je veux qu'on m'enlève ma douleur en priorité. Après, on parlera de comment éviter que ça Avant de rajouter justement les douleurs et de traiter. Donc ça, pour moi, il y a des sujets, il y a des actes, il y a une priorité, supprimer la douleur. Puis ensuite, ne pas en rajouter. Le pire du pire, c'est j'ai pas supprimé la douleur, et pour faire mon acte, j'en rajoute. Ouais. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, ça m'est arrivé. Patient arrive en pupille, je ne peux pas l'anesthésier, je lui fais une anesthésie intrapulpaire. Et là, c'est l'enfer sur Terre. Du patient qui déjà souffre, alors on lui dit non, n'inquiétez pas. Bon, bref, j'ai fait les intrapulpaires. C'est la pire anesthésie. C'est la pire anesthésie qu'on puisse faire. C'est-à-dire qu'on injecte directement avec une aiguille sur un tissu inflammatoire, le sitio le plus sensible de l'organisme. Donc on ne peut pas faire pire. On dit ça va durer 1 milliseconde. Ok, le patient. On est dans les films trash, quoi. Donc pour moi c'est fini. Ça fait 25 ans que je n'ai pas donné une intrapulpaire. On dit au patient, ça va durer 1 milliseconde. Donc en fait, prévenir le patient qu'il va avoir mal, c'est déjà lui manifester une douleur. C'est pour ça que tu essayes de supprimer la douleur dans l'ensemble temporel de l'acte, avant et après. Et c'est en ça, effectivement, merci pour cette question, c'est pas que donner une anesthésie efficace, c'est donner une anesthésie efficace, et il y a ce que les anglo-saxons appellent behavioral management, c'est éviter certains mots, et c'est pas que être gentil, c'est pas bonjour, comment ça va, c'est pas que être gentil, c'est-à-dire qu'il y a des techniques. Les pédodontistes les maîtrisent très bien, et les gens qui font de l'hypnose les maîtrisent très bien. L'hypnose qui est de plus en plus présente. De plus en plus présente. Donc si je comprends bien, Stéphane, le but c'est de ne pas faire souffrir le patient pendant, avant et après les actes. Sur le papier, tout ça paraît parfait, ne pas faire mal au patient, la dentisterie zéro douleur. Est-ce que ce ne serait pas un type de pratique qui s'inscrit dans une pratique réservée à des praticiens, à une élite de praticiens qui auraient le temps ou les moyens financiers de pouvoir appliquer cette dentisterie zéro douleur? Est-ce que c'est accessible vraiment pour tout le monde? C'est accessible pour tout le monde à partir du moment où on en fait où on le décide. C'est pour ça qu'on fait un peu cet entretien, et je voudrais présenter un peu les avantages qui sont pour le patient, évidemment, mais qui sont aussi pour le praticien. Je développerai ça peut-être un petit peu après. C'est qu'on parle beaucoup du patient, mais il y a aussi des bénéfices pour bien sûr, il y a des bénéfices pour le praticien et l'équipe dentaire. Donc non, c'est pas réservé à une élite. C'est juste de changer un état d'esprit. Et je voudrais parler ici de ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent le cure et le care. C'est soigner ou traiter. Soigner, c'est plus que traiter c'est plus que soigner. J'entends par là que prendre soin, c'est plus que traiter. C'est-à-dire que je fais mon traitement, et en plus de faire mon traitement, il y a le soin. Je prends soin du patient, je prends soin de son confort, je fais en sorte qu'il soit confortable, et que que l'assistante soit confortable, que tout le monde soit confortable. Là, on prend un peu de recul, on prend une approche un peu plus. C'est ça. Et d'être confortable. C'est-à-dire que là, on a une interview, on s'est mis pas sur un tabouret, on s'est mis dans des fauteuils confortables. Donc c'est important. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont un tropisme important sur prendre soin, mais peut-être qu'ils ne vont pas faire le traitement. C'est-à-dire qu'à un moment, au début aussi de ma pratique, où je n'arrivais pas à faire les anesthésies, je prenais soin des patients, mais quelquefois, je n'appuierais pas la totalité du canal parce que au bout, c'était sensible. Ouais. Et à un moment, c'est plus possible, qu'on va arrêter la torture. Donc il faut avoir les deux approches. Il faut avoir les deux. Ça fait analogie un peu ça me rappelle des cours de sociologie au début de mes études, où on me disait qu'il est aussi important, voire plus important, de traiter le corps sujet que le corps objet. Oui. Donc c'est un peu ça, le corps objet, c'est ton traitement lui-même technique. C'est ça. Et le corps sujet, forcément. C'est ça. Et le piège, c'est de ne faire attention qu'à l'un ou à l'autre. Quand on est concentré sur un acte, on a vraiment un prisme sur notre acte, et c'est difficile de... C'est ça. La douleur préopératoire, elle doit être réglée dans les quelques minutes qui suivent l'arrivée au cabinet. Et c'est possible pour 90% des situations aiguës. La douleur péropératoire, on doit faire en sorte qu'elle soit non pas diminuée, non pas on se débrouille avec et accrochez-vous, vous avez qu'à vous brosser les dents, je caricature, mais quelquefois c'est un peu ce qu'on entend. Oui, peut-être c'est de sa faute s'il a une carie profonde et qu'il n'est pas venu avant. On n'est pas là pour juger de la façon dont les gens se brossent les dents, on est là pour les aider, de les améliorer. C'est professionnel de santé quand même. On traite des malades qui arrivent avec des difficultés de santé ou éventuellement un manque de connaissances donc on est là pour les améliorer. Et on peut les améliorer. Et donc pour ça, il ne faut pas diminuer la douleur, mais la réduire à zéro. D'où le concept, c'est pas
diminuer la douleur, c'est zéro douleur. Il y a une très grande différence, si on est sur une échelle de 1 à 10, entre 0 et 1, il y a plus de différence qu'entre 1 et 10. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est accessible à tout le monde et ça demande d'avoir une certaine qualité, un environnement spécifique de travail ou uniquement des connaissances et c'est plus une approche en fait. J'ai l'impression que c'est Comme toutes les compétences dentaires, puisque c'est ma marque de fabrique, ça s'appuie sur 3 piliers. Les piliers de la compétence, c'est savoir. On apprend des choses à la faculté, on apprend des choses en formation continue, on apprend des choses lorsqu'on assiste à une conférence. Savoir-faire. Savoir-faire, on apprend ça quand on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en participant à des travaux pratiques qu'on prend conscience d'acquérir un geste. Ça, c'est assez fréquent, on voit des conférences, des TP, ok. Le 3e pilier, et celui-là est souvent mis de côté, c'est savoir quoi faire. Et on est effectivement là sur un 3e pilier, donc il faut vraiment s'occuper de ces 3 piliers. Et ça s'appuie aussi évidemment sur du matériel. Le matériel est indispensable, on a besoin d'avoir le bon matériel pour l'acte qu'on va faire. Mais souvent, si on oublie un de ces 3 plus 1 piliers, ça ne marche pas. C'est-à-dire, en gros, j'achète un matériel, le plus beau matériel du monde de l'anesthésie ou de tel ou tel... je ne peux pas acheter une compétence en achetant un matériel. Je ne peux pas mettre en œuvre une technique si je n'ai pas le bon matériel. Donc attention vraiment, et là j'insiste là-dessus, j'ai écrit un certain nombre de papiers là-dessus, d'avoir une part aussi importante sur les 4. Et il y a aussi des gens qui impliquer les différents piliers. Ouais, c'est ça. Si je sais faire, je suis le roi du bistouri, où est-ce que je mets mon incision? Ok, si tu sais pas où je vais mettre mon incision parce que la cicatrisation elle est ainsi faite, je peux avoir le plus beau bistouri du monde, si tu sais pas où mettre l'incision, savoir quoi faire, c'est où j'incise. Et inversement, avoir la meilleure technique possible et avoir un bistouri. Et d'avoir aussi le savoir, c'est-à-dire comment fonctionne la cicatrisation, première intention, deuxième intention. Dans toutes les disciplines, il y a du savoir-faire, du savoir quoi faire, et le matériel. Et je ne veux pas le bon acte est au milieu de ces 4. Donc si on en revient au mécanisme de la douleur, ce que tu nous dis là, c'est que pour comprendre et pour pratiquer une dentisterie zéro douleur, il faut d'abord comprendre les mécanismes de la douleur pour appliquer tes différents piliers dans la pratique. Qui est concerné par la dentisterie zéro douleur Le patient, à l'évidence, oui. Mais pas que. On parle beaucoup du patient. On parle beaucoup du patient. Mais évidemment, le praticien, l'entourage du patient, s'il s'agit d'enfants, là encore un peu plus, et les aides opératoires. C'est vrai que l'entourage du patient, même sans parler d'enfants, la personne qui va souffrir chez le dentiste, qui va en parler à son entourage, vont peut-être souffrir aussi par... C'est ça. Alors ça, c'est ce qui se raconte. Là, on va encore plus loin. Mais Oui, on va plus loin, mais alors, là, effectivement, c'est la mauvaise réputation des arracheurs de dents d'antan, mais qui est encore aujourd'hui un peu active. Mais ce dont je veux parler, c'est du retentissement de la douleur ressentie par l'une des parties sur place, sur le fauteuil dentaire, dans notre bulle, dans la bulle qui est autour du fauteuil. On travaille dans une bulle. Et plus on est proche les uns des autres, et plus la bulle est en interaction. Il y a même, et là j'ai redécouvert ça, j'en avais entendu parler, mais j'ai réétudié ça, c'est même aujourd'hui connu, c'est pas que du mécanisme psychologique aujourd'hui, c'est exploré à travers les neurones miroirs. Les neurones miroirs, par exemple, sont connus depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Lorsque nous sommes en interaction, nous sommes l'un face à l'autre, j'interagis, nos systèmes neuronaux interagissent. Je lève mon bras ici, je sais, et la science l'a exploré, que ce faisant, les neurones dans ton cerveau qui correspondent à lever ta main gauche s'activent. Tu ne lèves pas ta main gauche parce que tu n'es pas... Le cerveau a envie de lever ma main comme toi, mais je ne le fais pas parce que... Voilà, tu le fais pas parce que tu as quand même un cortex qui te... De manière complémentaire, si quelqu'un souffre, je ne souffre pas physiquement, mais quelque chose se passe en moi. René Le Riche disait au début du siècle dernier, disons dans les années 30,
La seule douleur supportable, c'est celle des autres. Ok. On peut imaginer, effectivement, quelquefois quand on discute avec des praticiens, ouais, bon, le patient, ok, il souffre, mais bon, il fait un mauvais moment passé, ils ont qu'à serrer, hein, et puis ça va passer. Donc lui, il souligne que l'empathie de la douleur n'existe pas. Alors, c'était son hypothèse, on est en 1930. Aujourd'hui, on sait très bien que l'empathie est quelque chose de naturel, sauf à avoir des gens dont les systèmes de valeurs sont inversés. On va parler de 99,5% de la population. Si tu souffres, je souffre de te voir souffrir. Ma vie est ainsi faite. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Clairement, on est en empathie. Il y a des études qui montrent que la douleur ressentie par le patient et par c'est une étude anglo-saxonne, caregivers, les professionnels de santé, il y a une différence. C'est-à-dire que il y a toujours la douleur évaluée par les professionnels de santé est toujours inférieure à celle des patients. Alors on pourrait imaginer que c'est en fait c'est pas grave, c'est moi qui souffre. La réalité est un petit peu différente. Notre nature est empathique. Si en tant que professionnel de santé, je vais plutôt essayer de diminuer ce que tu ressens, parce que soit j'ai pas les moyens de la traiter, je vais carrément la nier, ou je vais négocier avec, et je vais dire au patient, non, mais vous n'avez pas tant mal que ça, quoi. C'est la pire des choses qu'on puisse dire à un patient. C'est-à-dire que, non, vous n'avez pas mal. Donc vous simulez. Et c'est comme ça qu'on dit, il y a des patients qui sont particulièrement douillés, ou il y a des patients qui sont résistants à l'anesthésie. Enfin, non, la douleur. C'est vrai que tu as raison, il y a une grande variabilité entre chaque patient, ouais. De la sensibilité à la douleur, oui. Mais comme tu dis souvent, peu importe, on ne négocie pas avec la douleur, quelle qu'elle soit. C'est ça. Parce que si on essaie de négocier avec la douleur, on ne la diminue pas, on la renforce. C'est vrai. Donc le patient, il dit si, je souffre. Et donc je commence à me battre. J'ai dit à mon dentiste que j'avais mal, mais il m'a dit non, vous n'avez pas mal. Et en intérieur, notre relation avec le patient aussi, c'est ça. Parce qu'on va à l'encontre de lui. Donc, alors on n'a pas la solution toujours à toutes les douleurs chroniques en médecine. La bonne nouvelle, c'est qu'en dentisterie, quand même, la douleur aiguë, une fois que tu as enlevé la pulpite et les inflammations parce que c'est parti en cellulite, le patient est soulagé. Tu as enlevé 80. La douleur chronique et la douleur chronique musculaire et compagnie, mais enfin, la douleur aiguë pour les cabinets dentaires, c'est 9 fois sur 10 une douleur pulpaire ou périapicale. Et heureusement, c'est facile à traiter. Et donc là, après avoir parlé de la dentisterie zéro douleur, peut-être dans l'approche un petit peu théorique, qui peut la pratiquer, est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on a un petit peu de recul là-dessus? Est-ce qu'on sait vraiment si on peut l'appliquer tout le temps? Est-ce qu'on a des exemples un peu de recul là-dessus Alors si tu me poses la question de est-ce que c'est étudié, est-ce que j'ai des références biblio, la réponse est non. Fais une recherche un jour sur PubMed, tu vas voir, et tu tapes par exemple douleur endodontie. Je te fiche mon billet que 95% des réponses, ça va être post-operative pain. Tu tapes pain endodontics, et en fait, la douleur péropératoire on en parlait tout à l'heure, n'est pas considérée, n'est pas évaluée. Et pourquoi en fait? Il y a une bonne raison à ça. Elle n'est pas traitée, c'est pas un sujet d'étude. Pourquoi? Parce que la douleur n'est pas mesurable. Ça peut paraître bizarre, puisque mais il y a des échelles de 1 à 10. En fait, c'est le patient qui... La douleur n'est pas... Il y a un tensiomètre pour mesurer la tension, un électrocardiographe, un électroencéphalographe. Il y a des tas de choses qu'on peut mesurer. La douleur, on ne peut pas la mesurer. Parce qu'elle est totalement subjective. Totalement subjective. C'est pas un peu, beaucoup, c'est totalement subjective. Donc il n'y a rien de négociable ni de mesurable. Donc en fait, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas. Ok. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des mécanismes qui déclenchent la douleur? Est-ce qu'on est tous égaux face à ça? Est-ce que c'est le même mécanisme chez tout le monde, déjà? Et d'où part en fait cette douleur? Parce qu'il y a plusieurs formes de douleur aussi. Voilà, alors on va se limiter à la douleur aiguë, qui est celle qui nous concerne sur un fauteuil dentaire. Après la douleur chronique, c'est d'autres phénomènes. On considère souvent la douleur comme un mécanisme local. C'est en gros, par exemple, je prends une lame de bistouri, je coupe ma main, ça va saigner. Mécanisme local.
je me mets un coup de marteau sur le doigt, il va enfler, il va devenir rouge, mécanisme local, inflammation, protection. La douleur est un phénomène qui est contrôlé par le cerveau. Je mets une lime sur une pulpe inflammatoire, je déclenche une stimulation des nocicepteurs. Première phase. Deuxième phase, le nocicepteur, il envoie un signal au cerveau. Ça passe par la moelle épinière si c'est plus bas, bref, les mécanismes. Mais après, ça arrive au cerveau. Le cerveau, il analyse. C'est quoi et c'est immédiat, c'est-à-dire c'est pas tiens, qu'est-ce que c'est que cette douleur, il y a des voies rapides, des voies moins rapides. Deuxième phase, c'est donc l'analyse qui se fait en quelques millisecondes. Je pose ma main sur une plaque, sur la plaque de cuisson, immédiatement j'enlève ma main. C'est pas, je réfléchis pas en me disant tiens, si je garde ma main ici, peut-être que je vais me brûler et donc il vaut mieux que je l'enlève. Heureusement, c'est pas conscient, le mécanisme est quand même très bien fait. Donc, j'enlève ma main pour éviter de me brûler davantage. Même chose. Est-ce que c'est plus rapide que les mécanismes habituels pour la douleur? Par exemple, si je touche et que je sens cette table, je vais la sentir avec un retard. La douleur, on a une espèce de raccourci. Oui, la douleur n'est pas une sensation. C'est ça, oui. On a 5 sens. La douleur n'est pas un 6e sens. Il va utiliser des capteurs qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas une sensation, c'est un autre mécanisme totalement différent, autonome. Donc, première phase, stimulation du nocicepteur, qui envoie au cerveau et qui envoie le signal. C'est « Oh, il se passe quelque chose ». Le cerveau analyse, ça c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est qu'il envoie un signal vers la zone. Okay. Et une sensation et quelquefois une réaction motrice. C'est-à-dire que la sensation de douleur, elle est amenée par le cerveau, directement à la zone en question. Donc ça arrive, tu stimules là et tu ressens là. Mais on oublie que ça fait une boucle. Donc en fait, la douleur, elle est dans le cerveau, exclusivement dans le cerveau, et l'intensité de la douleur, elle est exclusivement dans le cerveau. Évidemment, elle est dépendante de la façon, avec la force avec laquelle je vais taper sur le marteau. Mais si je mets des petits coups comme ça, c'est pas un mécanisme de douleur. Et là, c'est de la sensation. C'est mon sens du toucher. Donc on sépare bien le mécanisme de sensation et de douleur. Oui, c'est ça. Et le cerveau sait très bien le faire. C'est-à-dire qu'il y a des nocicepteurs. Là, si j'appuie sur mon doigt, c'est pas la nociception c'est mon système sensoriel du toucher. Et la douleur est un autre mécanisme. On ne peut pas rentrer davantage dans les détails, mais c'est un peu ça. Et donc, ça permet de se mettre en exergue le fait que la douleur est à 100% dans le cerveau. À ne jamais dire à un patient, la douleur, c'est dans votre tête. Tu dis ça à un patient, il ne croit pas, le docteur. Donc évidemment, là aussi, ça fait partie du behavior management. C'est-à-dire que un biais aussi entre la tête et le cerveau. C'est ça. Et ne créez pas la douleur mentalement, mais voilà, après, c'est traiter la douleur chronique. De toute façon, la douleur chronique, il y a d'autres techniques pour ça. Ça, encore, à nouveau, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et c'est pas trop notre boulot de tous les jours. Mais en tout cas, sur la douleur aiguë, elle est de toute façon pas sous le contrôle du cerveau cortical de l'analyse. Un patient qui ressent une douleur, tu peux lui expliquer qu'il a pas mal, c'est pas ça qui va supprimer sa douleur. Ça peut même la renforcer d'ailleurs, de lui parler de douleur. Oui, ça va lui renforcer. Ça va la renforcer parce que et en plus de ça, sur un fauteuil dentaire, c'est encore plus difficile que dans d'autres spécialités, c'est-à-dire que le patient, il est allongé avec un dentiste au-dessus de lui, une lumière dans la tête, et on lui demande de ne pas bouger. Donc en gros... C'est vrai que l'environnement n'est pas forcément propice à se détendre. C'est ça. C'est-à-dire que le cerveau, lui, est programmé pour envoyer la douleur, le signal de douleur. Il est également là pour réagir. Et il y a 3... Et comment le patient réagit alors 3 façons. Lutte, fuite, inhibition. Ok. C'est vrai que la fuite, on en parle beaucoup, c'est souvent un mécanisme de défense. C'est ça. Et ça, c'est dans les couches profondes du cerveau, c'est pas le cortex qui décide de ça. On peut difficilement fuir. C'est ça. Lutte, j'attrape la main du dentiste. Il n'y a rien de pire, le truc pire, m'attraper par la main, mais en même temps, c'est pas le patient consciemment qui attrape la main. C'est son cerveau activien j'empêche l'acte qui fait mal. L'agresseur. Fuite, il y a même des vidéos qui circulent sur internet où il y a quelqu'un qui se barre du fauteuil. Inhibition, on le rencontre aussi, je l'ai rencontré. Il y a des patients qui, ok, je souffre, donc je me mets comme un animal qui fait le mort. Ça fait partie de nos programmations profondes. Et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, un patient où j'ai posé des implants, ils étaient tout bien, après je regarde ma radio, c'est exactement comme sur la planification, super.
Alors, monsieur, ça s'est vachement bien passé. Hein. En 1, ça s'est bien passé. Fait comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal? Il me dit oui. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je ne voulais pas vous embêter, docteur. Donc, inhibition. C'est-à-dire qu'en gros, bon, je résiste et j'avais même pas perçu, parce que souvent les douleurs imperceptibles, j'avais pas perçu sa douleur. Il avait tout. Mais par contre, il avait fait. J'avais. Ça, c'est vraiment un mécanisme qu'on peut expliquer. Ouais, ouais. Et ça s'explique par la neurophysiologie. Merci Stéphane d'avoir vulgarisé et bien expliqué finalement les mécanismes de la douleur. Je pense que beaucoup de dentistes ne se rappellent pas forcément ou n'ont pas tous les détails sur ce qui provoque la douleur. Y compris moi. Ouais, je te parle de ce que j'ai révisé dans les mois qui viennent de passer. Là. Ce qui est normal, on s'y intéresse pas forcément, on peut pas s'intéresser à tous les sujets. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, que tu as dit au tout début de ta description des mécanismes, c'est qu'on peut évaluer subjectivement la douleur entre 1 et 10, mais à partir du moment où la douleur est déclenchée, passe de 0 à 1, on a une douleur beaucoup plus prononcée et marquée dans le déclenchement de la douleur qu'ensuite dans sa progression de 1 à 10 sur l'échelle subjective de l'évaluation de la douleur. Comment tu expliques ça ? La seule douleur qui pour moi est confortable en tant que patient, c'est la douleur 0. Je reviens sur le cerveau. Le cerveau, il va contrôler l'intensité de la réponse. Si je me fais mal, il y a le côté passif qui est important. Si je me fais mal, c'est-à-dire si j'ai un truc coincé quelque part, une écharde, je vais me l'enlever tout seul, je vais supporter. Il y a le côté, c'est quelqu'un d'autre qui te le donne. Te faire enlever une écharpe par quelqu'un d'autre, où est-ce que ça va aller? Moi, je contrôle. Donc, en fait, le mécanisme de la douleur, le cerveau, pas le corps, le cerveau, va répondre, tu es en train de te faire agresser par quelqu'un d'autre. Donc, attention, et la petite douleur devient gigantesque. On l'a tous expérimenté. Je sais pas si tu... Je pense que c'est quelque chose qui parle bien à tout le monde. On a tout de suite un exemple qui nous vient en tête. Quand on a un problème qu'on peut régler tout seul, qu'on a mal quelque part, forcément on le supporte bien, on n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui... Bien sûr, ouais. Ça c'est tout à fait naturel. Ça m'est arrivé de faire des sondages parodontaux, où tu rentres une sonde parodontale, ça t'est peut-être arrivé aussi, 2 mm sous la gencive, il y a un patient qui est comme ça. Oh, attends, c'est une sonde paro, je ne vais pas faire une anesthésie pour une sonde paro. En fait, le patient, il ne sait pas. Donc son mécanisme de défense, il y a quelque chose qui est en train de rentrer, d'usurper, de rentrer sur mon territoire. Une sonde parodontale dans une poche parodontale, pas forcément inflammatoire, juste je veux voir si c'est 2, 4 ou 6 mm. Et là, le patient, il est comme ça. Et ça agace un peu. Nous, déjà, ça nous agace. Le patient perçoit qu'on est agacé. On sait qu'il peut y avoir une petite sensibilité à passer une sonde paro, mais sans douleur. Voilà. Mais je prends l'exemple. Après, on ne va pas rentrer dans la paro et sur la stratégie de comment on fait en paro. Mais en tout cas, cet exemple, j'ai des dizaines de cas qui me reviennent en tête, où je me dis, il faut que je fasse quand même mon charting paro, je ne vais pas anesthésier toute la bouche pour savoir où est-ce qu'il y a des poches, quoi. Et le mécanisme est que le patient subit quelque chose, et cette petite douleur que j'ai sur certains diaporamas que je figure je prends une pince à épiler, j'enlève un poil, c'est une douleur qui est quasiment nulle, mais qui peut être multipliée par 2, 3, 4, 10. Qui peut devenir insupportable. C'est ça. 1 multiplié par 5, ça fait 5. Entre 1 et 10. Si le cerveau multiplie par 5, ça fait 1, 5. 0 multiplié par 5, ça fait toujours 0. D'où l'idée de dentisterie, 0 douleur. Pas diminuer la douleur, 0. Et il n'y a que là où... Et c'est assez magique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui sont arrivés dans mon cabinet, disant, je vous préviens, j'aime pas le dentiste. Ok, bon, alors on s'en sort par moi j'aime pas les mecs à lunettes, tu vois. Ouais, bon, ok, bon, j'ai pas ça, en fait j'aime pas aller chez le dentiste, ça va déjà mieux. Et ce patient qui commence par j'aime pas les dentistes, je lui dis, dans mon entretien préopératoire, je vous annonce que à peu près la moitié de mes patients s'endorment sur le fauteuil. Bon, voilà, moi, il n'y a pas de danger. Pas de problème. On passe à l'acte, on fait l'anesthésie, on pose la digue, on cale la tête, on met un cale-bouche, et 2 fois sur 3,
Et là, petit coup d'œil avec mon assistante, c'est bon. Donc, oui, c'est possible. Mais c'est... Alors que c'est toute une gestuelle. C'est-à-dire que je prends... mes gestes sont doux, sont respectueux, sont délicats. C'est... Vous pouvez ouvrir la bouche, s'il vous plaît. Et tout. Je fais pas d'hypnose. Mais en fait, je crois que j'en fais un peu sans le savoir. Et juste en ayant une voix, un ton, une gestuelle, une prise en main du patient, des points d'appui, un certain nombre de choses. Mais en fait, si il n'y a pas de douleur, la garde, les gens baissent la garde. Parce qu'ils savent que tout va bien se passer. Donc, évident, quoi. Sans avoir besoin de médicaments, de quoi que ce soit, ou de sédation. Là. Pas tous, mais beaucoup. Voilà pourquoi, pour moi, il est essentiel de ne pas d'être à 0 et pas à 1. Et en plus, les échelles de douleur, c'est fait plus pour évaluer les douleurs chroniques. On ne peut pas les évaluer, on ne peut pas évaluer la douleur aiguë. Encore une fois, on ne mentalise pas la douleur aiguë. La douleur chronique un peu plus. Et donc, fatalement, si le patient est plus détendu, le praticien va l'être aussi. Bah oui. Bien sûr. Rien de pire que de travailler avec quelqu'un comme ça. Ou de travailler chez un patient, ça m'est arrivé aussi. Un de mes amis dans mes tout premiers implants, qui me dit « Ok, tu m'as posé le premier implant, mais le deuxième, j'hésite à revenir parce que t'étais un peu... » Ouais, c'est vrai, c'était dans mes tout premiers implants, il y avait une intervention qui était un peu complexe. J'étais moi-même en état de tension. Donc je ne veux pas travailler en état de tension, je ne veux plus travailler en état de tension. Donc les patients acceptent mieux les traitements Oui. En l'absence de douleur. Mais c'est ça, mais ça fait partie des bénéfices. Ça paraît assez logique. C'est ça. Donc les bénéfices de ça, c'est que les patients sont détendus, c'est que ils sont plus ouverts à entendre les plans de traitement que je leur propose. Forcément. Souvent, d'ailleurs, que non, je veux pas faire ce plan de traitement, ou c'est trop cher. Très souvent, pas toujours, mais très souvent, parce qu'on ne négocie pas avec c'est trop cher. On peut pas dire non, c'est pas cher, ça ne fait pas quand même. On négocie pas avec la douleur, mais on négocie avec son plan de traitement, parce qu'on c'est ça. Et derrière le non, je veux pas du plan de traitement, c'est assez souvent parce qu'il y a une peur, soit de la douleur, soit de j'ai peur que ça marche pas, soit de ça passera pas dans le budget peut-être, mais le plus souvent c'est une autre raison. Et la présence d'une douleur et la peur d'une douleur est une des raisons majeures. En gros, alors vous allez me mettre des implants, c'est-à-dire que vous allez me faire un trou dans la mâchoire. Mais c'est souvent non, c'est trop cher, parce que je veux pas dire que j'ai peur. Ça peut nous faire sourire, mais c'est souvent la représentation que se font les patients. C'est ça. Ah mais c'est un petit forêt, puis après je vais ma vision, puis je vais... les gens qui ont un peu peur. L'imagerie va très vite dans le cerveau. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'est bénéfique pour les praticiens de pratiquer la dentisterie zéro douleur. Donc en fait, je reviens à quelque chose qui m'a marqué que tu as dit tout à l'heure sur le réflexe neuronal en miroir. Le patient plus détendu, le praticien va être plus détendu. Donc en fait, on a un espèce de cercle vertueux et on a une forme de philanthropie là-dedans. Oui. Mais il ne faut pas rêver. On n'est pas des purs philanthropes. Personne. Ni toi, ni moi. Je pense heureusement à moi, tu penses heureusement à toi. On ne fait rien par pure philanthropie. Il y a peut-être quelques saints dans ce monde et j'ai pas la prétention d'en faire partie et je ne crois pas que tu en fasses partie. Extrêmement rare. Voilà, c'est extrêmement rare. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est pas une compétition. Et je ne perds rien à donner cette dentisterie parce que, après on parle de technique, c'est pas beaucoup plus difficile à faire, c'est juste d'être conscient que c'est un objectif. Et après tu t'aperçois que les patients sont plus à l'écoute de tes plans de traitement, ils sont fidélisés, ils t'emmerdent moins. Parce qu'ils viennent chez toi, parce que c'est pas une clientèle, on vient vous voir parce qu'on est obligé. Ça, j'ai entendu ça au début. Et après ils viennent te voir parce que c'est un peu un fan club. Donc, et ça m'intéresse. On n'est pas payé non plus que par les honoraires, on est aussi payé par la reconnaissance des patients. Et ça va faire forme de reconnaissance. Voilà, et si je fais aujourd'hui des formations, oui, je suis rémunéré pour mes formations, mais ça me plaît aussi qu'on vienne me dire tu m'as changé ma pratique. Ok, ça fait partie de mon salaire. Et ça devient quasiment le plus important pour moi. Quoi. Et c'est net d'impôt. Et en plus de ça, c'est pas imposable. Est-ce que la règle des 100% peut s'appliquer pour la dentisterie zéro douleur
on peut y arriver à tous les coups? Oui, il faut atteindre 100%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de se dire, bon, je vais essayer de diminuer la douleur. Alors, c'est pas 100%, je veux dire 99,90. Si je dis 100%, on va me prendre pour un menteur, un sorcier ou quoi que ce soit, mais et il faut un peu d'expérience, c'est-à-dire que j'ai mis quelques décennies avant d'arriver à ça. On a une progression pour les personnes que tu formes ou qui veulent se former. C'est ça. Donc mais il y a encore aujourd'hui des jeunes praticiens, j'en avais très récemment, qui me disent quand ça marche pas, je fais une intrapulpaire. J'ai été effaré de voir qu'aujourd'hui, en 2024, des praticiens d'une trentaine d'années font des intrapulpaires. Bon, ça existe encore. Donc on est loin de la zéro douleur, là. On est dans la full pain. Parce qu'il manque de moyens, c'est vraiment une solution d'urgence. Il manque de... Voilà, et donc il manque de connaissances, il y a un manque de... Je ne sais pas de quoi, mais enfin il y a un manque d'os, c'est pour ça que je suis appelé pour les former. Oui, c'est possible d'arriver à ça. Et on va y arriver d'autant plus facilement qu'on a décidé d'y arriver. J'aime bien les chiffres. Tu as peut-être vu quelque part que j'écris aussi dans des articles que je parle d'une règle des 90%. Je pense que nous avons le devoir en tant que praticiens de ne proposer des actes dont nous savons qu'ils ont 90% de chances de réussir cliniquement, d'avoir des résultats cliniques positifs sur le long terme, un certain nombre d'années, etc. En gros, je ne veux plus tenter, et j'aimerais ne plus entendre tenter, mais je veux réussir. J'entends souvent, je vais tenter un retraitement d'eau, je vais tenter de garder la dent vivante, je vais tenter de... Et moi, en tant que... C'est un sujet où il faut s'affirmer, en fait, finalement. Bien, mais il faut affirmer le zéro douleur. Oui, alors je vais revenir juste après sur la douleur, mais sur le tenter, je veux plus tenter, il faut plus tenter. Moi, si un chirurgien me dit, je vais tenter de vous ouvrir le ventre pour vous faire ça, puis on verra bien si t'as pas un truc qui marche quoi, tout le temps. Réaction de fuite. Voilà. Et réaction de fuite, à ce moment-là, si ça marche pas, je m'en vais quoi. Bon, là on va pas parler des spécialités médicales où effectivement quelqueus il faut tenter de réanimer un malade qui... ça c'est honnête, donc je vais tenter. Mais nous, on traite des dents et il y a quelquefois des alternatives thérapeutiques. Si la dent vraiment elle est foutue, on l'enlève, on pose un implant. Et on ne vend pas forcément ce qu'on a en magasin. C'est-à-dire que je ne vais pas extraire toutes les dents parce que je suis un pantologiste et je ne vais pas traiter des dents dont la cause est perdue parce que je suis endodontiste. En fait, ce qu'il faut, et je raisonne en tant que patient, je veux qu'on fasse le traitement qui va marcher. Je n'ai pas envie de revenir tous les 5 minutes. Donc je peux tenter. Donc 90%. Pour la douleur, c'est même plus que ça. C'est-à-dire, je veux affirmer, quasiment comme un mantra, zéro douleur. Je mets en place ça. J'explique à mon patient qu'il ne va pas avoir mal. J'étais il y a quelques semaines en Écosse pour une formation sur l'anesthésie et une de mes premières slides c'est qu'est-ce que vous faites quand le patient vous demande is it going to hurt? Est-ce que ça va faire mal? Un des participants, j'ai dit qu'est-ce que it shouldn't. Et en tant que patient, je suis pareil. On n'a plus de certitude. C'est ça. Donc là déjà, le bodyguard est en route. C'est-à-dire que le patient est sur le fauteuil. Ok, il m'a dit que ça devrait pas faire mal. Donc ça veut dire, mon cerveau comprend, ça va faire mal. Et donc j'attends le moment où ça va faire mal. Donc la seule bonne réponse à cette question, est-ce que ça va faire mal? La réponse est non. Attention, à condition d'avoir les moyens techniques, matériels, de répondre. C'est bien de le dire aux patients, mais il faut avoir les moyens de l'assurer. C'est ça, parce que tu ne peux pas mentir 2 fois. Tu peux mentir une fois, mais la deuxième fois, ça y est, t'es un menteur. Est-ce qu'on a... tu nous as parlé aussi des bénéfices de cette dentisterie zéro douleur. Ouais. Est-ce qu'il y a des obstacles, des limitations, qui peuvent être liées à un type de pratique, des praticiens, à certains patients? Quels sont les champs un peu des obstacles? Le plus gros obstacle, c'est la résistance au changement. Okay. C'est-à-dire que je parle des praticiens. Du praticien. Du côté praticien, c'est on ne change pas une équipe qui gagne de temps en temps. Je n'en fais pas. Je peux faire sans. Comme avec certains matériels. Ouais, je pourrais avoir des radios 3D, mais j'arrive à faire avec ma vieille panneau.
Je pourrais faire une anesthésie avec un appareil électronique, mais ouais, avec la seringue, ça va, j'aurais bien injecté. Et je caricature, je peux faire l'endo avec un tire-nerf, un coup de ventulo, et voilà. Donc on peut faire ça. Mais en tout cas, l'obstacle, c'est juste que c'est comme quand des gens qui sont résistants à la voiture automatique. Moi je veux passer mes vitesses. Le jour où tu as une boîte automatique, tu n'as plus envie de passer les vitesses. Quoi. C'est le cas récemment, oui. En fait, le pire obstacle au changement, c'est de ne pas y aller. Une fois qu'on a passé le cap, on ne peut plus revenir en arrière. Et quand je loue une voiture, maintenant je prends une boîte auto. Donc c'est aussi bête que ça. Donc j'ai pas envie de revenir en arrière. Même chose sur cette dentisterie-là. Mais, ok, tu peux faire sans. T'as pas envie de changer parce que le changement, c'est quelquefois inconfortable, il faut apprendre de nouvelles choses. C'est comme tout. Mais si j'avais pas décidé de changer, je serais encore à prendre un tire-nerf, à mettre un écrou, à utiliser un tire-nerf et mettre un coup de ventulo avec 25% de résultats à long terme. Positif à long terme. Donc, parce que le changement crée une période d'incertitude, il faut s'habituer à... Voilà. On passe d'un équilibre. Et donc ça, c'est les obstacles liés aux praticiens, et les obstacles liés aux patients, c'est de toute façon, le dentiste, ça fait mal. Il faut bien souffrir, et ça va jusqu'à finalement, je dis pas aux praticiens que j'ai mal, parce que de toute façon, le dentiste, ça fait mal. Donc voilà les obstacles. Après, il n'y en a pas d'autres. Après, il n'y a pas d'autres obstacles. Donc c'est pas des obstacles insurmontables en soi. Non, c'est des obstacles qu'on rencontre. Pour l'obstacle concernant le praticien, est-ce que... Pardon, si, j'étais l'autre jour à l'étranger, quelqu'un me dit, le président de la conférence, j'étais dans une conférence, et qui dit, bon, le docteur Diaz va nous parler de la dentisterie zéro douleur, mais moi, j'y crois pas, ça marche pas, de toute façon, ça fait mal. Ok, merci de m'avoir introduit ainsi dans la conférence. Bon, voilà, en fait, c'est juste... C'est quelque part la meilleure perche qu'on puisse te tendre. Voilà, c'est ça, donc ça m'amusait plus qu'autre chose. Voilà, en tout cas, peut-être c'est pas possible. En tout cas, moi j'y suis pas mal arrivé, quoi, donc j'ai envie de vous partager ça. Donc les deux obstacles sont du côté du patient et du praticien. Pour l'obstacle du praticien de changer ses habitudes, on disait tout à l'heure qu'on a une certaine progression dans la dentisterie zéro douleur. Tu es là pour ça aussi, pour accompagner cette progression. L'avantage quand même, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est qu'on a les bénéfices, même si on a une progression, on a des bénéfices tout de suite. Immédiatement, bien sûr, pas besoin de devenir expert, c'est comme toutes les techniques. Il n'y a pas de besoin de devenir l'expert international pour avoir les bénéfices. Et c'est justement parce que tu éprouves, tu reçois des bénéfices que tu réinvestis, si on parle financier, mais que tu réinvestis dans le truc, tu dis, ben évidemment, ça marche tout de suite, quoi. Donc, et je m'aperçois que moins je fais mal à mes patients, et plus moi je me fais mal à moi aussi, quoi. Oui, tu parlais de bénéfices financiers, mais forcément, un patient qui n'a pas mal et qui accepte ses plans de traitement, le bénéfice c'est aussi financier. C'est ça. Pour le patient aussi lui-même, puisqu'un patient qui se fait traiter tôt aura peut-être... C'est ça. Alors que le patient qui vient pas pendant des années, qui attend d'être comme ça pour venir, il en pâtit aussi. Donc il vient que parce qu'il a la tête comme ça, parce qu'il n'a pas le choix. Et c'est pas satisfaisant de traiter que des patients d'urgence. Donc tes bénéfices sont vraiment des deux côtés. Comment toi tu définis la dentisterie zéro douleur en t'appuyant sur un concept basé sur trois grands principes, 3 piliers comme tu les appelles. Est-ce que tu peux nous détailler ces piliers? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Comment on met en application? On peut jouer sur la nociception. Première étape, jouer sur la nociception. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que mes actes, de moins stimuler les nocicepteurs. Je vais, un exemple, quelqu'un qui arrive avec une gingivite, une parodontite aiguë, je ne vais pas prendre une sonde paro et lui rentrer dans le fond de la poche. Je n'ai aucune information, ça ne m'intéresse pas, je vais déclencher une douleur. Je ne vais pas lui faire un détartrage. Trop souvent, je vois ça aussi en formation, je dis qu'est-ce que vous faites? Je mets une photo avec une bouche avec des gencives rouges, très très rouges, avec du tartre, de la plaque. Les gens disent on fait un détartrage. L'urgence, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de plaque dentaire. On ne va pas faire un cours de paro, c'est pas ma spécialité, mais c'est de l'omnipratique. C'est-à-dire qu'on enlève la plaque dentaire, enfin les patients, j'arrive d'enlever sa plaque dentaire, etc. Et après, on va commencer à faire le traitement. Donc, faire en sorte que nos gestes ne provoquent pas de douleur. Donc ça, c'est un des exemples. C'est aussi, ça fait partie aussi de la technique, c'est d'avoir des
point d'appui, c'est-à-dire qu'on ne traite pas, je me trouve souvent des praticiens qui traitent les patients avec les bras en lévitation, les points d'appui, les épaules basses, les coudes près du corps, et les points d'appui des doigts, etc. Les préhensions, on ne va pas faire le cours, mais il y a toute une ergonomie gestuelle qui va permettre de contrôler nos gestes, de sécuriser le patient. Le patient qui est pris en main au sens propre et au sens figuré, au sens propre, et diminuer son niveau de stress. Et on va augmenter notre précision gestuelle, diminuer la douleur. Donc il y a toute la première partie de ce concept, c'est autour de ça, je ne peux pas tout développer aujourd'hui, on n'a pas le temps, diminuer la nociception. Deuxième levier d'action, c'est la transmission entre les nocicepteurs et le cerveau. Il faut couper le signal par une anesthésie. L'anesthésie, elle joue ce rôle-là. Si je ne crée pas de nociception, je n'ai pas besoin d'anesthésie. Mais la plupart de nos gestes nécessitent contrôler la nociception n'est pas suffisante. Je peux rentrer doucement ma lime dans le canal vivant, ça va quand même faire mal. Ouais. Donc il va falloir une anesthésie. Il faut couper le signal. Ça va être une anesthésie qui va être indolore. J'insiste sur le fait qu'elle doit être indolore. C'est-à-dire que le cerveau, si je veux t'anesthésier et pour ça je te crée une douleur, le cerveau il comprend pas quoi. Il comprend pas. C'est pour ne pas me faire mal, tu me fais mal. C'est contradictoire, oui. C'est contradictoire. Et le cerveau. Surtout que c'est le premier acte. C'est ça. Et ça, c'est valable chez un enfant ou c'est valable chez un grand enfant qui est l'adulte qui est sur notre fauteuil. Si on lui fait mal dès le début, on commence. On n'est pas crédible. On devient le dentiste menteur. C'est-à-dire qu'en gros, pour ne pas me faire mal, tu me fais mal. Et les gens, certainement des gens disent je veux pas de piqûre. Ah bon, pourquoi ? Parce que ça fait mal. Ok, mais c'est pour pas vous faire mal. En fait, tu rentres dans une espèce de négociation. Ouais. Donc en fait, la seule réponse à ça, c'est que. J'avais jamais tourné ça comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. La seule réponse à ça, c'est je dois faire une injection indolore et j'ai même pas besoin de dire à mon patient que je fais une injection. Quand tu prends un Davier et que tu extrais sa dent, tu dis pas je vais vous arracher la dent. Ouais, tu fais ton job quoi. Quand tu prends une fraise, tu expliques pas que tu prends une fraise de telle longueur, de tel diamètre et tout ça, tu fais ton job. Même chose pour une anesthésie. Donc l'anesthésie doit être, enfin la procédure d'injection doit être totalement indolore. Il faut qu'elle soit efficace, immédiatement, de manière certaine, c'est-à-dire je ne vais pas tenter de vous faire une anesthésie, et sans effet secondaire. Là, on va faire un peu de terminologie. L'anesthésie, c'est pas ce qu'on cherche à obtenir. En fait, on fait des injections de solutions dites anesthésiques dans l'objectif d'avoir une analgésie. Et souvent, on dit, on négocie. J'ai injecté de l'anesthésique, donc vous n'avez pas mal. Donc si la lèvre, la joue, la langue, tout dort et que je ne peux pas toucher la dent, vous êtes douillé, en gros, vous faites ça rien pour m'embêter. C'est un peu ce que notre inconscient pense. Et quelquefois, je me disais, j'ai fait 2 tronculaires, j'ai fait tout un tas d'anesthésie, et la dent est toujours sensible. Non, parce qu'il est douillé. Donc il faut qu'on soit totalement efficace. Il y a des techniques pour ça, on y reviendra. Et le troisième levier, donc premier levier, diminuer la nociception, contrôler la nociception, autant que faire se peut. Deuxième levier, l'anesthésie, indolore, efficace, sans effet secondaire. Troisième levier, c'est le behavior management, c'est-à-dire notre comportement, notre gestuel, les mots à dire, les mots à ne pas dire, auxquels on peut ajouter chez très peu de patients, mais quand même, pour certains, parce qu'après, on ne peut pas contrôler toutes les peurs, toutes les phobies avec ça. On peut vraiment contrôler beaucoup plus que ce qu'on imagine. Pour certains patients, tu posais la question, est-ce que ça s'adresse à tous les patients ? Oui. Pour certains patients, on va avoir recours à la sédation consciente. J'avais en tête aussi forcément les patients phobiques. Voilà. Et pour les cas désespérés, l'anesthésie générale. On ne peut pas faire d'endodontie sous l'anesthésie générale. Donc on est limité dans nos actes. Après là, on parle de cas assez rares, mais... C'est assez rare. Et c'est... j'ai un nombre incalculable de patients qui, la sédation, il y a quelques années, on n'en parlait quasiment pas, j'ai réussi à traiter simplement avec juste... et là, c'est pas que de la technique. C'est-à-dire, c'est du comportemental, de
l'hypnose gestuelle, ce que j'appelle de l'hypnose gestuelle, c'est-à-dire que je les prends en charge avec mes gestes. Je sécurise. La parole, je sécurise exactement. Donc, il y a aussi le rôle de mon assistante, des aides opératoires, enfin tout le monde a un peu son rôle là-dedans, le rôle des parents, doivent-ils être avec les enfants pour la c'est ça, tout ça. Toute l'équipe est inclue dans le... Et bon, il y a deux écoles, par exemple en dentisterie pédiatrique, il y a Tel Chaudou ou Hide the Needle. Est-ce que je montre tout? On peut faire ça avec la seringue, avec la turbine, avec ça. Maintenant, montrer une seringue à l'enfant, est-ce qu'on montre l'aiguille? Bon, je ne suis pas dentiste pédiatrique, mais en tout cas, je serais plutôt pour de Hide the Needle attitude. On cache le plus de choses possible et c'est pas la peine, on fait diversion en fait, comme chez les enfants. Voilà. À partir du moment où... Et donc il y a aussi dans le propos, c'est-à-dire est-ce que vous allez me faire une piqûre? Non. Je vais vous mettre un médicament, je vais faire une procédure qui va endormir votre dent. Je ne vais pas faire une piqûre. Le choix du vocabulaire. Le choix du vocabulaire et des outils. Et des outils, oui. Ouais, praticien qui fait ça. Donc, on a beau de pas parler de piqûre, si on approche la seringue... c'est ça, c'est pas possible. Donc les outils ont évolué. Hein. J'ai quelques outils ici. Là, je suppose qu'ils ne vont même pas savoir ce que c'est, ça. Tu connais ça, toi? Alors moi, j'ai jamais utilisé ça. Non. C'est ça. Moi, j'ai utilisé ça pendant les 15 premières années de ma Mais je sens que tu vas me dire ce que c'est, oui. Ah ouais, c'est génial, tu sais pas ce que c'est. Ça s'appelle un porte-amalgame. Ok. Donc en fait, tu mélangeais, au début c'était même, ça j'ai pas connu, ils mélangeaient l'amalgame comme ça, après c'était dans des capsules où je remplissais, parce que les tu fais ton mélange, tu mets ton espèce de petite bille d'amalgame au bout. Voilà, tu remplissais ça dans le truc et tu mettais ça dans la cavité avec une matrice. Donc voilà, c'est un porte-amalgame. Donc j'ai retrouvé ça l'autre jour dans mon garage, donc je me suis dit tiens, je vais l'amener ici. Un autre truc aussi, hein. C'est ce que c'est ça? Non, tu sais pas ce que c'est? C'est un arrache-couronne. Tu veux enlever une couronne, tu fais ça, avec une masse et tu tapes. Je soupçonne certains praticiens d'utiliser ça encore de temps en temps. Ok. C'est une erreur. Alors c'est bien pour les couronnes provisoires. Pour une couronne définitive, fais-toi taper dessus, tu vas voir si c'est bon. Bref. Alors, donc il y a des tas d'outils. Donc évidemment, donc pour tout ça, il faut du matériel. Et le matériel a beaucoup évolué ces dernières années. Sauf les seringues. Enfin, sauf les seringues, c'est vrai, les seringues d'anesthésie. Voilà, donc il y a dans la plupart des cabinets dentaires, il n'y a plus de porte-amalgame nulle part. Plus de porte-amalgame nulle part. Des arrache-couronnes peut-être encore un peu, mais des seringues, comme ça, et encore celle-là est plutôt moderne. Il y en a encore plein. Il y a des gens qui, en fait, utilisent une seringue parce que souvent, chez les praticiens, on confond injection et procédure d'anesthésie. Injection, j'injecte une substance dans l'organisme, je mets un vaccin dans l'épaule quand il y a une épidémie de Covid, je fais une anesthésie, même analogie, j'injecte, il y a des gens qui, par exemple, en implantant, disent on injecte partout. Mon objectif est d'obtenir une analgésie. Et donc, il y a des injecteurs électroniques, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, qui permettent d'avoir une injection lente, contrôlée, avec des points d'appui. On ne va pas forcément décrire la technique, il y a plein de webinaires sur le site de la Dental High Tech Academy. Donc déjà, tout le moins d'un injecteur électronique, et aussi l'utilisation de l'anesthésie intra-osseuse, qui va nous permettre d'avoir une anesthésie indolore, fiable à 100%, sans effet secondaire, si on l'utilise correctement. Il y a aussi un minimum de formation. Double évolution, l'anesthésie électronique pour le confort, le contrôle de l'injection, etc. Ouais. Puis une vraie technique. Ouais. Et donc, dans les matériels, évidemment, depuis cette seringue, donc ça existe encore dans un certain nombre de cabinets dentaires. Dans les cabinets dentaires, aujourd'hui, il y a des prises d'empreintes numériques, il y a des cone beam, il y a tout un tas de matériel qui ont beaucoup évolué, et on trouve encore beaucoup de seringues comme ça. Donc là, tu connais très bien ces matériels. Avec ça, c'est un injecteur électronique qui nous permet de faire en sorte que l'enfant ne voit pas l'aiguille. Ça, c'est plus, ça sert pour tous les patients, pour les enfants et pour les adultes, mais beaucoup de pédos ont ce type de matériel, il est discret, et l'enfant ne s'aperçoit pas qu'il s'agit d'un injecteur, qu'il s'agit d'une piqûre. Je ne veux plus parler de piqûre. Avec ça, on va administrer
un médicament va mettre un médicament, les pédodontistes ont tout un langage imagé. Et donc voilà. Et puis il y a aussi cet appareil-là qui permet de faire l'anesthésie intra-osseuse, avec lequel je travaille depuis plus de 25 ans, avec la première génération de l'injecteur de Villette il y a bien longtemps, Quicksilver 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est la 5e version. C'est vrai que tu as été un des pionniers aussi à former en anesthésie intra-osseuse. J'ai utilisé l'utiliser avant, Quicksilver, évidemment, voilà. J'espère. Le Quicksilver 1. Et ensuite, oui, j'ai formé pas mal de gens depuis un certain nombre d'années sur l'utilisation de l'anesthésie intra-osseuse avec ça. Et ça continue aujourd'hui en France et à l'étranger. Parce que ça s'inscrit, c'est vraiment... Ça En fait, s'inscrit j'ai commencé dans un sujet de pratique ergonomique et zéro douleur, parmi d'autres... Oui. En fait, pour tout te dire, j'ai commencé par utiliser Quicksilver parce que j'avais des problèmes sur les anesthésies des molaires mandibulaires en pulpite, comme beaucoup de 95% des praticiens rentrent là. Et après, j'ai découvert plein de bénéfices. Et cette histoire, j'ai ensuite mis autour de ce dispositif d'anesthésie tout ce concept de dentisterie zéro douleur. Parce que pour moi, c'était pas suffisant. Les gens me disent « Ah bah oui, j'ai des problèmes avec les anesthésies, mais j'ai des problèmes avec mes anesthésies, disent les praticiens. Donc, il faut que j'achète un Quicksilver. » Oui, tu peux acheter un Quicksilver. D'ailleurs, je te le conseille fortement. Mais il va falloir que tu apprennes à gérer la douleur au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'acheter un Quicksilver qui va éliminer la douleur du cabinet dentaire. C'est un outil indispensable. Et un support. Il est nécessaire mais pas suffisant. Parmi un ensemble de... C'est ça. Il faut, pour moi, mettre toute la technique autour. Et la technique, comme tu l'as dit à juste titre, a beaucoup évolué, donc on a beaucoup de moyens à disposition maintenant. Et mettre toute la technique, toute la philosophie autour sans avoir de matériel, et à un moment, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut effectivement avoir du matériel. Tu peux pas faire de l'endo spécialisé sans avoir un code-mime. Tu peux pas faire d'implantologie sans savoir où tu vas mettre tes implants. Dans les années 60, on mettait l'implant où il pouvait, quoi. C'était les pionniers. Maintenant, il n'est pas question de poser un implant si on n'a pas on faisait un scanner. J'ai appris à poser les implants sur un scanner. Ok. À faire les planifications sur un scanner. Bon. Après, on a fait les cônes BIM. Le jour où tu fais un cône BIM, tu t'aperçois qu'en fait, il n'y a pas 5 degrés de latitude. Il y a une bonne orientation pour ton implant, une bonne place et une bonne angulation. Donc toi, qui as majoritairement pratiqué en tant que spécialiste endo... Non, excuse-moi, j'ai fait plus de la moitié de ma carrière comme praticien. Après, j'ai limité à l'endo, l'implanto, et en plus, je fais plein de formations à côté, donc l'omni, je ne pouvais plus, quoi. Ok. Et dès le début de ta carrière, tu pensais à cette approche zéro douleur ou c'est venu en cours de... Non, c'est venu il y a un an. C'est-à-dire que d'élargir le concept, cette idée de dentisterie zéro douleur, ça date d'1 an, quoi. Parce que j'ai aggloméré tout un tas de trucs. Je suis venu... J'imagine que c'est pas venu non, c'est ça comme ça s'est fait progressivement. Mais... Je suis venu à la posture, parce que la posture est importante pour nous, pour éliminer nos douleurs, pour limiter les douleurs qu'on donne à nos patients, grâce à cet appareil-là. Parce que cet appareil-là nécessite d'avoir un certain positionnement autour du patient. Je ne peux pas m'en servir n'importe comment. Donc il y a toute une position, et en formant, d'ailleurs c'est en formant qu'on devient meilleur. Pour moi, je suis devenu spécialiste quand j'ai commencé à former. J'ai formé quand j'étais omnipraticien, je me suis mis à progresser quand j'ai formé. Donc là, en formant sur Quicksilver, je me suis dit, attends, il faut que je travaille mes positions pour les transmettre. Travaillant mes positions, j'ai progressé en posture, j'ai progressé dans différents domaines, et c'est cette agglomération de compétences et de formations qu'aujourd'hui, j'ai mis un peu dans un même package. En fait, tu es quand même parti de l'anesthésie intra-osseuse, donc d'une technique d'anesthésie efficace pour supprimer la douleur, et tu as ensuite élargi, tu es parti de ça pour élargir... C'est ça. Et tu penses que cette dentisterie zéro douleur est applicable... là, on s'adresse à tout type de praticiens aujourd'hui. Elle est applicable en omnipratique, pour les endos, pour l'odontopédiatrie, pour tout type de discipline. Oui, c'est évidemment pas que pour l'endo. Tous les omnipraticiens font de l'endo, et tous les omnipraticiens sont confrontés à ces difficultés. J'ai acheté mon premier Quicksilver, comme tout le monde, parce que la pupille de la 46, c'était un cauchemar. Et après, je me suis aperçu que je peux l'utiliser sur tout. Donc l'anesthésie intra-osseuse
et plus largement la dentisterie zéro douleur, concerne l'endo, bien sûr, concerne l'implanto. L'implanto, de plus en plus, j'ai écrit des articles sur le sujet et je suis en lien maintenant avec des chirurgiens qui me disent bah oui, c'est intéressant, y compris même certaines interventions un peu plus lourdes en chirurgicales, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les gens ont envie de confort, ils ne veulent plus souffrir, hein, c'était avant. Donc, chirurgie, paro, un détartrage, bon, je vous fais une anesthésie ou pas pour le détartrage? Ça veut dire quoi? Je vous fais 17 injections pour vous faire toute la bouche, me sortir avec la tête comme ça, bon, il y a des techniques pour ça. Dentisterie pédiatrique, un enfant, on n'a pas 2 occasions de faire une première bonne impression. C'est pas comme le code de la carte bleue, tu n'as pas droit à 3 essais, tu as droit à un essai avec un enfant. Tu lui fais mal une fois, c'est fini. Après, tu peux plus négocier. Tu dis non, il ne fait plus confiance. Donc, tu peux négocier avec un adulte, parfois, avec un enfant, jamais. Donc, il y a des similitudes entre les enfants et les adultes, mais l'enfant, oui, c'est strict. C'est ça. Et l'adulte peut, avec le contrôle de son cortex, dire avec le contrôle, mais l'enfant, il ne contrôle pas. Hein, donc, l'enfant, il est dans l'instant aussi. Ça marche pas. C'est ça marche pas. Donc, et l'enfant, c'est très facile d'obtenir sa confiance, à la différence d'un adulte, et c'est très facile de la perdre. C'est vrai. Ça, les pédodontistes le savent très bien. Et ils travaillent là-dessus, c'est pour ça que ce sont des gens qui sont très intéressés par ces dispositifs. Mais les adultes, on a affaire à des grands enfants une fois qu'ils sont sur le fauteuil. Au bureau, c'est les adultes. Sur le fauteuil, c'est les grands enfants. Donc ça veut dire que l'enfant, il faut ne pas le tromper. Et le patient, le patient adulte, il est presque pareil. Je reviens sur les disciplines. Donc endo, implanto, paro, qu'est-ce que j'ai oublié? La posture. Je suis arrivé à la posture parce que justement, je me suis aperçu qu'on pouvait délivrer efficacement ces anesthésies-là parce qu'on a une bonne posture autour du patient, on sait manipuler la tête, on sait comment faire, et aussi notre posture. J'ai commencé au bout de petites dizaines d'années d'exercice, j'avais le dos à moitié pété. C'est-à-dire que je travaillais n'importe comment. Comme ça. On voit plein de gens qui travaillent comme ça. Donc ça, et travailler en sous-microscope, ça m'a aidé. Donc travailler la posture est quelque chose d'important parce que notre douleur retentit sur celle du patient. Quand tu as quelqu'un, si tu es en train de te faire traiter, que tu entends le dentiste qui souffre, machin, tu dis, ça va docteur? J'ai mal au dos. Prenez soin de votre dos, docteur. Enfin, je ne veux plus que la douleur soit une invitée dans la bulle du fauteuil. Donc Stéphane, là tu nous as expliqué comment fonctionne la douleur, quels bénéfices on peut tirer de la dentisterie zéro douleur, à qui s'adressent ces potentiels bénéfices, évidemment, quels sont les piliers de la compétence dans cette dentisterie zéro douleur et comment on l'applique. Mais là, moi, dentiste, quelle que soit ma spécialité et ma pratique, je veux m'y mettre tout de suite. Comment ça se passe? Je veux donner un peu ce sens à ma pratique de supprimer cette douleur, tant bien pour le patient que pour moi, que pour mon équipe au cabinet. Comment ça se passe? Là, je veux m'y mettre. Et j'ai envie de te dire, ne prends pas ça comme un gadget. C'est-à-dire qu'il y a, je l'ai fait, j'ai acheté tel truc, tel matériel, en me disant, oh mais ça a l'air bien, je vais acheter un gadget. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet, et il en va de même pour tout notre exercice, je pense. Et là, je pense à quelque chose qui a les Golden Circle de Simon Sinek, qui nous parle du why, c'est-à-dire le sens, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose. Et souvent, on démarre, et l'industrie, plein de sociétés font comme ça, en disant qu'est-ce qu'on va vendre, c'est-à-dire c'est le what, c'est le why, le how et le what. En fait, l'idée, c'est je vais te dire, achète un Quicksilver. Très bien, oui, je vais te le dire. Mais ça entre dans un objectif. Why, c'est même quand tu donnes un traitement, c'est-à-dire au lieu de dire à un patient, je vais vous faire un surfaçage, je vais vous faire un retraitement endodontique, c'est le why, c'est quel est l'objectif, vers quoi je veux aller, je parle de planification, je parle d'objectif de traitement. On parle trop souvent traitement, matériel, et pas assez objectif. Si ce que l'on a pu dire ensemble dans cet entretien fait sens, eh bien, est-ce que cette dentisterie qui
s'occupe du traitement tout en ayant le care autour du cure, si ça, pour toi ça a du sens, et pour moi ça en a beaucoup, eh bien allons-y. Donc ça s'adresse à tout le monde en début d'exercice, au milieu de ton exercice ou à la fin de ton exercice. À toi de définir tes priorités. Est-ce que tu veux devenir très riche? Est-ce que tu as envie d'être confortable? Et on peut faire tout ça en même temps. Ou est-ce que tu as envie de découvrir d'autres horizons? Donc j'ai envie de te dire, si tu viens, si ce que je dis a du sens pour toi, je te prends par la main et on peut y aller ensemble. Le why. Est-ce que tu as envie de ça dans ton... Et j'ai envie, j'espère avoir donné l'envie à toi, à d'autres praticiens, d'aller vers ce type d'exercice qui est riche de bénéfices à tout niveau, pour les patients, pour nous et pour notre environnement. Je pense que donner du sens à sa pratique, c'est une belle conclusion à notre sujet d'aujourd'hui. En tout cas, merci Stéphane. Je t'en prie. Merci pour cet échange riche de sens, j'espère. Merci Alexis, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, et en tout cas tu donnes des formations personnalisées à qui sera en recherche de ce sens-là, juste. Je suis à la disposition des confrères et des conseils. Merci Stéphane. Je t'en prie. À bientôt Alexis.